Les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est la 4e saison de Mécanique des épidémies et celle-ci est consacrée au Covid. Un Covid dont on évoque les débuts mais peut-être aussi la fin avec vous. Philippe Sansonetti, bonjour. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes médecin, vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur, titulaire de la chaire microbiologie et maladies infectieuses, professeur au Collège de France. Et la première question, Philippe Sansonetti, c'est tout simplement une question qui concerne notre été. Faut-il s'attendre à une énième vague ? Je crois que ce sera la 7e, ou ce serait la 7e. Oui. Oui, on est dedans là. De toute façon, on voit se profiler ce qu'est, disons, cette sortie de pandémie, en tout cas pour ce qui concerne nos régions, et entrer dans ce qu'on appelle la période endémique, dont on a un petit peu de mal à prédire, au fond, l'avenir. Il semble, si on regarde un petit peu sur les mois qui viennent de s'écouler, qu'on est en train de voir là se dérouler un profil un peu attendu dans une certaine mesure, de vagues successives à l'occasion d'apparitions de variants successifs. On voit, et c'est rassurant, que ces vagues sont maîtrisées, en tout cas si on regarde l'effet sur les hospitalisations qui restent limitées, les hospitalisations en réanimation qui n'ont pas augmenté. Je pense que c'est le tableau avec lequel il va falloir apprendre à vivre et prendre les mesures qui s'imposent, parce que le fait que, disons, cette état pandémique est régressé, mais laisse derrière lui finalement cette situation ne doit pas nous faire baisser complètement les bras. Je pense qu'il y a deux aspects très particuliers à continuer à prendre en considération, parce qu'il faut absolument, c'est l'objectif, diminuer au maximum la circulation du virus, quoi qu'il arrive. C'est de continuer à prendre des mesures restrictives à sa circulation, donc des mesures de protection. On peut rediscuter du port du masque, même si ça a été fait encore et encore pendant ces 2 dernières années. C'est une discussion qui revient, puisque qui doit revenir. Aujourd'hui, il est à nouveau question, alors ce sont des initiatives individuelles comme on dit, mais on voit réapparaître dans les transports publics le masque par exemple, en entreprise. Selon vous, Philippe Sansonetti ? Je pense que, mon avis a été qu'il était un petit peu dangereux de dire c'est fini, on porte plus de masque. Il faut expliquer un petit peu cette situation. C'est pour ça que je vous remercie de poser ces questions. On sait maintenant comment ça se passe, la contamination par ce virus, avec cette transmission par voie aérienne très 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 efficace. On connaît ces problématiques de microparticules qui stagnent sous forme de petits nuages dans les zones peu aérées. On connaît les endroits maintenant où le virus circule, et on voit beaucoup de gens qui l'ont intégré. Et ça, c'est plutôt rassurant. On voit beaucoup de gens qui gardent leur masque dans les transports. Je pense qu'il faut continuer cette pédagogie. Il faut que cette port du masque devienne un peu un réflexe dès qu'on arrive dans un endroit qui paraît à risque de transmission. Et puis l'autre bras de cette prise en compte de cette phase endémique, disons, c'est la vaccination. Si on ne veut pas voir revenir effectivement des rebonds de plus en plus violents, je dirais, en termes de leurs conséquences médicales, il faut absolument que l'état de vaccination de la population soit à jour. Il faut absolument que les population, les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, les personnes avec une diminution d'efficacité de leur système immunitaire, soient à jour de ce qu'on pourrait appeler maintenant le calendrier vaccinal. On a un vaccin dont on sait qu'il est très efficace, mais malheureusement la durée de sa protection est un petit peu limitée. L'apparition des variants érode un peu son efficacité. Un jour ou l'autre, il faudra peut-être la mettre à jour, et c'est envisagé, mais il faut que les personnes soient vaccinées. C'est pas plus difficile que ça. On va reparler du vaccin, Philippe Sansonetti, mais juste pour en terminer avec le masque, si ma mémoire est bonne, il y a eu également une obligation de le porter à l'extérieur.
est-ce que c'était indispensable d'avoir un masque à l'extérieur, Philippe Sansonetti? À l'époque où on ne savait pas finalement très très bien, ça paraît trivial et au fond c'est un processus extrêmement compliqué, cette transmission du virus. C'est d'ailleurs une zone qui n'est pas bien connue et puis qui n'intéressait pas essentiellement jusqu'à présent les scientifiques. On peut le comprendre d'ailleurs. Mais maintenant il y a un vrai rationnel. On sait quand cette transmission se fait, on sait comment elle se fait. Donc on en est dans une phase où on a des données, on a une approche rationnelle, et donc voilà, le port du masque, il est dans les conditions que j'ai proposées, que proposent bien entendu les épidémiologistes et les spécialistes de santé publique en général, et la population est en train de l'acquérir. Il faut simplement continuer à l'encourager. À ce comportement et pas simplement dire c'est formidable, tout va bien, tout va mieux, on arrête les masques, quel soulagement. Oui, bien sûr, mais en même temps, il faut mettre un petit peu d'intelligence collective dans tout ça. Vous dites que c'est une question qui n'est pas encore pleinement éclaircie, la question des modes de contamination. Qu'est-ce qui n'est pas encore complètement éclairci? Parce que c'est toujours un peu compliqué de comprendre comment, avec des précautions, je ne parle pas de ce qui a lieu aujourd'hui où les gestes barrières sont beaucoup moins respectés, mais pendant la période où il y avait énormément de précautions, on portait des masques, où on évitait de se faire la bise, de se serrer la main, et bien même pendant ces périodes-là, les contaminations étaient très hautes. Oui, les contaminations étaient hautes, mais elles auraient pu l'être encore plus. Je pense que pour un virus, c'est vraiment une première. Les autres virus à transmission aérienne, en particulier le virus de la grippe, ne se transmettent pas aussi efficacement. Puis on a vu qu'il y avait une espèce de course de vitesse avec un virus qui accélérait à la survenue de chaque variant, ce qui est d'ailleurs passionnant, on en avait déjà parlé en termes d'évolution. Voilà, donc ça c'est un fait. Et tout ce qu'on pouvait faire, c'était de le réduire au maximum. On a vu quand même que les mesures de confinement, puis même les mesures strictes de prévention avec le masque, avaient un effet de freinage qui n'est pas discutable. Alors après, avec un virus aussi efficace dans son efficacité de transmission, on ne peut pas non plus avoir la perfection. Elle n'est pas de ce monde, là et ailleurs. Non, je pense il faut que c'est un problème de pédagogie. Je pense qu'il faut qu'on continue à expliquer et à rationaliser ces approches qui sont tout à fait complémentaires. BA4 et BA5 sont maintenant les virus qui sont responsables de la plus grande partie de ces contaminations, Philippe Sansonetti? Oui, c'est ce qu'on voit monter. On l'a vu très rapidement récemment au Portugal, par exemple, et en France et en Europe en général. C'est BA5 en particulier qui est en train de grimper là progressivement. Mais au fond, il n'y a rien de très nouveau. Si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur... Il n'y a rien de très nouveau sauf BA5, quoi. Oui, c'est ça. Le variant est nouveau, mais le processus de variation, les mutations qui s'accumulent, l'augmentation de la transmissibilité, on se demandait comment cette transmissibilité, qui était déjà très élevée, pouvait encore augmenter, et elle augmente effectivement. Mais alors, quelle réponse? Parce que donc, on comptait les protéines spike, les espèces de petites spicules, c'est comme ça que vous Oui, c'est protéines de spicules. Donc, qui sont autour du virus et qui lui donnent une sorte d'allure de couronne. Bon, alors vous le dites mieux que moi. D'où son nom. Et donc, cette apparence du virus, elle était censée donc favoriser la contamination et rendre les différents variants de plus en plus contaminants. Alors là, qu'est-ce qu'il a trouvé BA5 pour être encore plus contaminant ou contaminant? C'est une plus grande efficacité de liaison à son récepteur. C'est-à-dire plus l'affinité entre un virus, affinité c'est la capacité de s'accrocher, plus elle est efficace, mieux c'est pour lui, parce que finalement, les chances, entre guillemets, ou les risques, selon le côté où on se met, de s'accrocher à son récepteur sont plus élevés. Donc, une fois qu'il a touché, c'est un processus très complexe, il faudrait des heures à expliquer, mais il n'y a aucune réversibilité et le processus d'entrée dans les cellules peut se faire. Donc ça, c'est déjà un élément très très important qui explique l'augmentation de la transmissibilité. Mais il y en a sûrement d'autres dans le comportement du virus, éventuellement même dans l'environnement, entre
entre un patient et une personne qui va être contaminée. Il y a toute une biophysique, je dirais, du comportement du virus, sans parler de la biologie elle-même, qui est très, très, très complexe. La transmissibilité dans les maladies infectieuses, c'est quelque chose qui est très mal connu. On connaît très bien le processus, pourquoi, comment ça se transmet, mais les mécanismes intimes de la transmissibilité sont très mal connus. La protéine spike et son affinité, est certainement, pour son récepteur, est certainement un élément essentiel. Est-ce que ça signifie, parce que là aussi c'est la question qu'on se pose bien entendu, que l'immunité acquise avec BA1, avec les formes antérieures du Covid, parce qu'il y a eu une vie du Covid avant BA1, est-ce que cela confère une immunité avec BA5 ou bien est-ce qu'on est là encore avec un virus qui mute suffisamment pour qu'on soit réinfecté et qu'on fasse donc des collections de Covid, quoi. On est quelque part entre les deux, effectivement. On est par rapport, alors ça dépend si vous parlez de l'infection naturelle ou de la vaccination. Par rapport à l'infection naturelle, c'est à l'évidence un processus qui permet de résister à l'immunité naturelle. C'est cette espèce de glissement antigénique, drift on appelle en anglais, qui permet au virus finalement d'assurer sa survie devant la réponse immunitaire Bon, alors ça c'est des une individus. mécanique darwinienne traditionnelle. C'est complètement darwinien. La pendule tourne, les mutations arrivent et celles qui permettent au virus d'avoir un comportement plus favorable à sa multiplication, à sa dissémination sont sélectionnées. Je veux dire, il y a rien de nouveau sous le soleil scientifique dans ce domaine. Et par rapport au vaccin, c'est la même chose. C'est-à-dire que le vaccin est basé sur la protéine spike du premier virus historique de Wuhan. Et tout doucement, l'antigénicité se modifie et effectivement, un processus d'échappement se met en place. Alors, ce qu'il y a de bien jusqu'à présent, même si on est quand même après plusieurs variants, c'est que certes, on sait que cette dérive existe et est un risque à terme. À un moment, il faudra peut-être prendre une décision, mais on sait que la vaccination bien réalisée, complète, protège encore de façon tout à fait efficace pour l'essentiel contre les formes graves. Alors on en est à ce jeu permanent de savoir est-ce qu'on veut vraiment éliminer ce virus ou est-ce qu'on veut simplement protéger les populations contre les formes graves et protéger le système hospitalier. Pour l'instant, le vaccin tel qu'il est, il suffit encore à cet objectif de protéger de la maladie grave. Ce qui est très étonnant, et on le découvre depuis le début de cette épidémie, hélas, Philippe Sansonetti, c'est d'ailleurs un point sur lequel on revient largement dans cette saison 4 de Mécanique des épidémies consacrée au Covid, il y a encore énormément de zones d'ombre dans la manière dont les épidémies se déroulent, dans la manière dont les individus se contaminent. On sait quand même peu de choses, c'est une leçon d'humilité. Problème des maladies infectieuses et problème de la biologie en général, c'est une permanente leçon d'humilité. Ça, je suis d'accord avec vous. Je suis un petit peu moins d'accord sur le fait que, quand même, si vous regardez 2 ans en arrière, voire 2 ans et demi maintenant, qu'est-ce qu'on a progressé ? On a progressé dans la connaissance du virus, on a progressé dans la connaissance de la réponse immunitaire, on a progressé dans la compréhension des mécanismes, des effets pathogènes, et on en a déduit des approches thérapeutiques. On a réussi à faire un vaccin dans le temps de la pandémie. On a mis au point des modélisations qui permettent d'anticiper quand même à court ou à moyen terme les évolutions. La population a appris ce que c'était qu'une épidémie et quels étaient les moyens de base pour s'en prémunir. Je trouve que, le bilan n'est pas si négatif que ça, au fond. Il n'est évidemment pas si négatif que cela, et on imagine ce que la situation aurait été, par exemple, sans vaccin, absolument, sans Sansonetti, mais au-delà de ça, on voit que finalement, il y a une partie de mystère et de recherche encore à mener avec ce type de maladie. Oui, bien sûr, non, mais dans tous les domaines des maladies infectieuses. C'est pour ça que les maladies infectieuses étaient
un peu rentré dans l'ombre en matière de priorité, je dirais, dans ces dernières décennies. Et là, la nature et puis l'impact de l'homme sur la nature nous montre que cette situation de pathologie infectieuse émergente, c'est quelque chose qui va devenir une partie de notre mode de vie. Regardez, on a des épidémies dans l'épidémie, on a les variants eux-mêmes à l'intérieur de la pandémie de coronavirus, on a la variole du singe, le monkeypox. J'allais vous en parler. Alors, cette variole du singe, par exemple, est-ce qu'elle est aujourd'hui un véritable danger de santé publique ? Est-ce que, puisque nous sommes aujourd'hui pleinement conscients des dégâts que peuvent causer ce type d'épidémie, est-ce que c'est la raison pour laquelle on s'y intéresse ? Oui, faut avoir là, vous avez raison, l'humilité de dire que c'est extrêmement difficile de faire des prédictions, surtout au début de ces épidémies. C'est pour ça que je parlais de modélisation. C'est important de commencer à avoir déjà une idée sur ce que pourrait être la dynamique de la progression. On est quand même globalement moins inquiet que si on compare à la dynamique de Covid, au sens où la transmissibilité est quand même plus faible. La létalité aussi semble... La létalité est plus faible tant que ça reste limité à des adultes en bonne santé. On ne sait pas encore très bien, en tout cas on le sait en Afrique, que les enfants et les femmes enceintes sont plus sensibles à ce virus et peuvent faire des formes graves. Et c'est quelque chose sur lequel il faut rester véritablement en veille tant que la circulation se fait telle que se fait sur un mode épidémiologique qui est assez calqué sur le mode de transmission du sida. On sait en gros comment prendre ces choses en charge, mais si ça sortait un petit peu de la population actuellement touchée, ça poserait sans doute un problème plus difficile et ça amènerait sans doute à revoir un petit peu les stratégies vaccinales. Là, le vaccin de la variole, justement, est-ce qu'il est efficace contre la variole ? Oui, c'est un virus qui est très proche du virus de la variole. Donc les personnes qui ont été vaccinées, personnes de ma génération qui ont toutes été vaccinées pour l'essentiel contre la variole, sont probablement, sinon protégées totalement, en tout cas protégées contre des dérapages graves de la maladie. Mais est-ce que ça reste une vaccination obligatoire, la variole ? Pardon de ne pas le savoir, mais... Ah non. Vous savez, c'est une des quand même belles aventures de l'éradication. C'est une des seules maladies infectieuses qui a été véritablement éradiquée. C'est-à-dire que la maladie est disparue et le virus aussi. Mais et donc, la preuve qu'elle ne l'est pas complètement, puisqu'on a cette variole du singe qui réapparaît. Ouais, d'accord. Alors ça, après, c'est les termes. Donc la vaccination dans le monde a été finalement arrêtée autour des années 1980, suite à la démonstration, avec quelques années de recul, que la variole avait été éradiquée de la planète. C'est pas parce que ça s'appelle la variole du singe que c'est la même chose que la variole. C'est un virus différent. C'est un virus qui donne moins de complications dramatiques par rapport à ce qu'était la variole. C'est difficile de raconter la variole ici, mais c'était vraiment épouvantable, en particulier chez l'enfant. Donc on n'est pas du tout dans le même registre ici. Mais donc il y a un vaccin, de toute façon, ce qu'on appelle le vaccin de 3e génération contre la variole. Le vaccin contre la variole initiale, il n'était pas très bien toléré et il y avait des rejets en fait par la population, souvent de son utilisation. Les nouvelles générations de vaccins ont amené des choses qui étaient beaucoup mieux tolérées, avec beaucoup moins d'effets secondaires et qui peuvent être utilisées en cas de nécessité. Donc là, vu la dynamique de cette épidémie, on peut avoir cette stratégie de vaccination réactive, c'est-à-dire qu'il n'est pas question, pour l'instant en tout cas, de vacciner l'ensemble de la population. Il est question de repérer les cas, ce qui est très facile parce qu'il n'y a pas véritablement de portage asymptomatique autant qu'on le sache chez l'homme, et donc à chaque fois qu'un individu est contaminé, on le voit, il a des symptômes, qui n'est pas le médecin peut faire le diagnostic et on peut l'isoler et vacciner son entourage. Ce qui n'est pas le cas du Covid, où il y a, comme vous le savez, une grande majorité de sujets porteurs asymptomatiques. Et ça, c'est une base de la capacité d'éradiquer une maladie par la vaccination. C'est le fait que les symptômes soient visibles et qu'on puisse identifier les cas. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que vous êtes médecin, chercheur à l'Institut et professeur au Collège de France. On va s'intéresser aussi à l'origine du Covid qui est au cœur de cette
4e saison de Mécanique des épidémies consacrée donc au Covid. Bon réveil à tous, il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et à l'occasion de cette parution de la 4e saison de Mécanique des épidémies consacrée au Covid, nous faisons le point sur nos connaissances au sujet de cette maladie en compagnie de Philippe Sansonetti. Vous êtes médecin, chercheur à l'Institut Pasteur, titulaire de la chaire microbiologie et maladies infectieuses et professeur au Collège de France. On a évoqué la vaccination, Philippe Sansonetti, qui a été probablement l'une de nos chances par rapport à cette maladie. Celle-ci, aujourd'hui, si on devait faire un bilan, a-t-elle permis véritablement de diminuer le nombre de morts, peut-être aussi de diminuer la gravité de la maladie pour un grand nombre de personnes? La réponse, elle est oui. On pense en Europe qu'on a sauvé 500 000 vies, au moins, grâce à la vaccination. C'est quand même pas négligeable. Elle a permis effectivement d'empêcher l'hôpital d'exploser, en particulier les services de réanimation. Elle a permis aux personnes âgées de pouvoir recirculer. Elle a eu un bénéfice qui est à la fois médical et social et économique. Je veux dire, si on a pu reprendre une vie à peu près normale, socialement, économiquement, c'est grâce à la vaccination. Donc, pour ce qui me concerne, il n'y a pas de discussion. Des effets secondaires? Les effets secondaires avec le vaccin MARN, pour être très honnête, il n'y a rien eu qui permette de justifier que ça remette en cause le bénéfice que peut apporter la vaccination. Donc l'équilibre risque-bénéfice, il est très très en faveur, bien entendu, du bénéfice. Est-ce qu'il y a eu des morts du fait du vaccin? Pas qu'on sache. Alors on peut toujours imaginer chez des personnes très âgées qu'une réaction vaccinale un petit peu violente puisse malheureusement apporter un coup de grâce, si l'on peut dire. Il y a eu des cas comme cela. Il y a clairement dans une fraction dit 1 sur 100 000 des réactions relativement fortes, réaction inflammatoire en particulier, qui a pu donner lieu à des inflammations portant par exemple sur le myocarde, sur le muscle cardiaque. Alors ça, on sur en le a beaucoup péricarde, parlé, on en ces a myocardites, est-ce que celles-ci ont été graves, fatales? Alors, elles n'ont pas été graves, heureusement. Elles étaient plus fréquentes d'ailleurs, et c'est ce qui nous a beaucoup inquiétés au mois de juin l'année dernière. Chez les plus jeunes, quand on a commencé à vacciner la population d'adolescents, il y a eu un petit recul, une petite inquiétude. Et puis, la vaccination se développant, je voudrais insister d'ailleurs sur l'extraordinaire acceptation par les jeunes adolescents qui sont souvent connus pour être un petit peu rebelles de la vaccination. Nos jeunes ont très bien compris la nécessité de le faire et les enjeux. Ils avaient d'ailleurs vécu le confinement très très mal, et la possibilité de ressortir et de vivre normalement était sans doute un élément important dans leur réflexion. Moi, j'ai été impressionné par leur maturité par rapport à ça. Voilà, donc il y a eu cette petite inquiétude, il y a eu un petit mouvement de recul, et puis les choses avançant, on s'est aperçu que même lorsque cette complication survenait, elle était de très bon pronostic. Mais là, on est au cœur, encore une fois, de l'analyse risque-bénéfice. Et dans le courant d'une pandémie qui mettait véritablement nos pays à genoux, on n'avait pas le choix. Et heureusement, au fond, globalement, ce vaccin est bien toléré. On nous a beaucoup parlé de ses effets à long terme. Le temps passe, on se rapproche du long terme, on voit rien poindre à l'horizon. Non, très honnêtement, ça a été un bel exercice en fait en temps réel de l'introduction. Moi, je comprends parfaitement qu'on ait pu avoir des inquiétudes sur un vaccin dont la technologie était, en tout cas chez l'homme, nouvelle. Tous les vaccins, puisqu'il y avait une partie des vaccins qui étaient traditionnels. Ah oui, mais vous avez vu que malheureusement, ils ont rapidement disparu de l'affiche, si l'on peut dire, et c'est vraiment les vaccins mRNA qui ont pris le dessus très très rapidement. Donc voilà, c'est surtout de ceux-là dont on parle, parce que c'est ceux qui ont été véritablement utilisés. Philippe Sansonetti, l'Amérique a débuté la vaccination des très jeunes enfants. Pourquoi faire cela? Est-ce vraiment une sage décision? Personnellement, je la soutiens.
Je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Beaucoup de pédiatres le font. Il y a deux raisons. Une raison qui est spécifiquement liée à la protection des enfants. Vous savez, quand une épidémie démarre, on ne sait jamais comment elle va se terminer et on voit au fond des populations successivement être touchées. On a vu les plus fragiles, les personnes très âgées, les personnes avec des comorbidités. Puis ensuite, on a vu des sujets plus jeunes, des adultes jeunes être touchés, je parle gravement, aller en réanimation. Et puis tout doucement, on a vu la maladie se propager vers les plus jeunes. Et chez les jeunes enfants, il y a ces syndromes inflammatoires qui peuvent être extrêmement sévères. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de complications vraiment dramatiques, mais néanmoins, c'est une inquiétude. On n'a pas envie de voir ces enfants aller pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines éventuellement à l'hôpital. Donc il y a un sujet de protection individuelle. Et puis il y a le sujet de la protection collective. On a vu quand même l'année dernière, en début d'année 2022, à quel point la maladie mettait le système scolaire dans un état absolument invraisemblable d'anxiété des enfants, des parents, des professeurs. La vaccination permettait de dire, bon ben voilà, ils sont vaccinés, ils sont protégés, on roule. Il y a peut-être quelques cas, il y a le portage qui persiste, mais on est dans une situation beaucoup plus saine. Je vous propose maintenant d'entendre un extrait de cette 4e saison de la mécanique des épidémies, un extrait qui porte sur les origines du Covid et notamment sur une série de virus respiratoires. On écoute un extrait de ce podcast. Les médecins spécialistes du monde entier sont mobilisés pour tenter de trouver une thérapie efficace face à la pneumonie virulente qui s'est déclarée en Asie. 9 personnes sont mortes ces derniers jours et partout des mesures de protection ont été prises pour éviter la propagation de l'épidémie. Alors le SARS, syndrome aigu respiratoire sévère, commence en décembre 2002, janvier 2003. 11 cas de pneumonie sévère, pas tous reliés les uns aux autres, sans qu'on comprenne très bien. Puis derrière ça, commence à y avoir quelques petites épidémies qu'on va dire nosocomiales parce qu'elles surviennent en milieu hospitalier. Et survient un événement avec quelque chose dont on parle maintenant, c'est les super spreaders, les événements qui vont déclencher une aggravation dans une épidémie. Alors ça survient à Hong Kong, à l'hôtel Métropole. Donc dans un hôtel, il y avait une personne qui était malade, on l'appelait le super spreader. Et les gens qui ont fréquenté le même étage dans l'hôtel, qui ont pris l'ascenseur avec lui, etc., se sont contaminés. Finalement, comme c'est une maladie qui est très symptomatique, la contagiosité d'ailleurs intervient alors que les gens sont déjà symptomatiques. Les équipes de lutte contre les épidémies dans les différents pays finissent par arriver à contrôler la transmission. Et quelques mois après, il n'y a plus de cas de SARS-CoV. On a eu en tout à peu près 8000 cas et à peu près 800 décès. On vient d'entendre la voix de Renaud Piarou, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Philippe Sansonetti, est-ce que ces virus respiratoires, donc l'un de ceux aujourd'hui tristement célèbres puisqu'il s'agit du Covid, est-ce qu'il faut s'attendre, est-ce qu'il faut redouter une multiplication de ces virus-là ? Est-ce que vous pensez que l'on devrait s'armer contre ce type de maladie ? C'est clairement un des risques identifiés par l'Organisation mondiale de la santé et en général comme plus grande menace contre les hommes pour les décennies à venir. On est rentré dans cette période d'émergence. Alors au début, je me souviens, on disait oui, mais les maladies infectieuses ont toujours émergé. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les endémies d'aujourd'hui sont en fait les pandémies d'hier et les pandémies émergentes d'hier. Mais là, on voit bien la fréquence des événements, on voit bien le contexte dans lequel ils surviennent, qui sont des contextes très particuliers, liés, comme on le dit souvent maintenant, à l'anthropocène, c'est-à-dire à la présence lourde de l'homme et de son impact sur les écosystèmes, et donc les courts-circuits qui se créent entre le monde animal sauvage et l'homme, directement ou indirectement, et qui amènent ces émergences.
Zika, chikungunya, le retour de la dengue. On a eu ces épisodes d'infection par le virus Nipah en 1999 en Malaisie, qui était clairement un exemple d'école, avec le rapprochement des chauves-souris porteuses de ces paramyxovirus, des virus ARN, souvent les virus ARN qui sont responsables de ces émergences, retrouver l'homme dans des villages à l'occasion de changements de culture de fruitières qui amènent les chauves-souris contaminent les porcs contaminent l'homme. Enfin, je veux dire, on voit bien dans quel contexte ces zoonoses, puisque c'est pour beaucoup des zoonoses se mettent en place, surviennent. Et puis on voit bien aussi cette caractéristique du monde moderne qui a été très bien soulignée dans l'enregistrement précédent, les liaisons aériennes internationales, le hub de Hong Kong. Tout aurait pu s'arrêter là, et puis le lendemain matin, tout le monde part à Toronto, à Hanoï, à Singapour, et le virus, en une nuit, a changé de continent. Donc on est dans cette chaîne, finalement, depuis l'émergence elle-même, le saut d'espèces, jusqu'à la diffusion internationale par les transports, dans des situations qui sont très exceptionnelles par rapport à ce qu'a pu être l'histoire des maladies infectieuses. Donc oui, c'est un des, en tout cas, risques essentiels pour la santé humaine. Mais alors, justement, là, ce qui interroge Philippe Sansonetti, c'est que les virus respiratoires sont aujourd'hui une menace potentielle. Il y en a d'autres. Il faudrait déterminer leur origine. Or, pour l'instant, sur le Covid, on semble tâtonner. On sait que c'est un virus naturel. C'est d'ailleurs ce dont il est question dans ces mécaniques des épidémies, dans cette saison 4. Mais pour le reste, qu'est-ce que l'on sait de science certaine ? On sait qu'effectivement, pour l'essentiel, le réservoir de ces virus, c'est la chauve-souris. Et il y a une diversité de chauves-souris absolument extraordinaire. Oui, on a appris à les connaître. On a appris à les connaître. D'ailleurs, c'est des animaux magnifiques. Et il y a une espèce de diabolisation de la chauve-souris en ce moment qui fait un petit peu peur. Parce qu'en réalité, au fond, c'est l'homme qui est allé le chercher, ce virus. C'est pas la chauve-souris qui nous l'a apporté. Donc, il y a un réservoir primaire qui est manifestement la chauve-souris. Après, les chaînes de transmission et de passage éventuellement de ce coronavirus à l'homme, elles sont possiblement diverses, et ça ne porte pas uniquement sur la chauve-souris, c'est la problématique sur le coronavirus. La problématique, elle est la même pour, par exemple, le virus Nipah dont je vous ai parlé, qui est responsable d'encéphalite. Elle est la même pour Ebola, puisque semble maintenant confirmer que le réservoir primaire, c'est vraiment aussi la chauve-souris. Donc après, il y a des événements qui peuvent être soit directs. La chauve-souris, ces chauves-souris porteuses, qui sont des chauves-souris frugivores, sont souvent des gros animaux. La chauve-souris renard en Asie du Sud-Est, elle pèse un bon kilo, et donc c'est une source alimentaire pour les populations qui vont les attraper, les capturer et se contaminer. Ça peut être une contamination par un hôte intermédiaire animal. On sait que les muridés, les rongeurs, que les mustélidés... Même si le pangolin est innocent maintenant. Alors, pangolin est probablement innocenté, mais la civette palmée pour le SRAS avait été relativement sérieusement impliquée comme animal intermédiaire. Il ne faut pas oublier que les chauves-souris sont des mammifères. Donc les virus portés par les chauves-souris sont adaptés à la vie chez un mammifère. Et donc la transmissibilité... Parce que, outre le fait qu'il y en a beaucoup, je crois qu'il y a 1400 espèces, c'est une diversité extraordinaire. Et de plus présent en termes d'espèces, mais aussi c'est parce qu'elles ont un sacré système immunitaire, elles résistent à tout. Alors elles ont un système immunitaire qui... C'est pas tellement qu'elles résistent à tout, c'est qu'elles sont tolérantes plutôt à tout. C'est-à-dire qu'elles ont un système immunitaire, en particulier un système de production de l'interféron, vous savez, type 1, qui est l'interféron essentiel dans la réponse immédiate à une infection virale, qui flotte un peu entre deux eaux, si l'on veut dire, pour simplifier, et qui leur permet au fond de se défendre, de survivre la présence de ces virus, mais en même temps d'en tolérer la présence. Et elles sont souvent porteuses de plusieurs types de virus. Ça veut dire qu'elles vivent avec, mais elles ne les tuent pas. Elles vivent avec. Donc c'est une vraie vacherie.
Par exemple, si elles sont dans un état de fragilité, peut-être nutritionnelle en particulier, elles vont se laisser submerger par ce virus et elles vont être malades et éventuellement mourir. Mais en règle générale, elles vivent finalement presque en entente avec ce coronavirus, mais d'autres éventuellement. Elles peuvent même porter plusieurs types de virus différents et comme elles vivent de façon grégaire, c'est-à-dire elles vivent en colonie, dans les grottes ou au sommet Forte des arbres. promiscuité. Il y a une promiscuité qui fait que la transmission est très importante de la mère aux petits, entre les enfants et les adultes. C'est un bouillon de culture, si l'on peut dire. Non, donc c'est un sujet d'ailleurs scientifiquement passionnant. Il y a de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent au système immunitaire de la chauve-souris parce qu'il y a un sujet là très très intéressant. Mais dites-nous, malgré tout, Philippe Sansonetti, pourquoi les chauves-souris asiatiques, celles que l'on trouve en Asie, parce que de par chez nous, il y a beaucoup de chauves-souris, est-ce que celles-ci pourraient porter tel ou tel virus ? Les nôtres ? Les nôtres. Je pense faut voir qu'il y a des chauves-souris. Il y a d'abord beaucoup de chauves-souris en Asie, avec des écosystèmes très, très riches. Il y en a autant dans la Drôme. Peut-être pas tant. Enfin, je veux dire, numériquement, on en croise beaucoup. Oui. Mais ce sont souvent des chauves-souris insectivores de très petite taille, avec lesquelles finalement on n'a pas véritablement de contact direct. En particulier, on ne va pas les chasser. Les chauves-souris frugivores, qui sont très caractéristiques du continent asiatique, et de l'Afrique, sont encore une fois des gros animaux et avec lesquels les risques finalement de contact avec l'homme sont plus élevés. Mais bon, faut voir, il y a aussi une superposition de l'endémie de certains virus avec ces populations qui n'existent pas ou pas encore dans nos régions. Mais bon, rien n'est impossible, hein. C'est le génie des maladies infectieuses. Pour vous, Philippe Sansonetti, quelle est la prochaine étape contre le Covid ou en espérant sa disparition? Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, un scénario, donc alors bon, peut-être une 7e vague, mais en conclusion, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'espoir sur la disparition de cette... Je ne sais pas si le problème est de donner de l'espoir. Le problème, il est encore une fois, on rentre dans une phase nouvelle de l'évolution de cette maladie. Je dirais nos régions, mais pas nécessairement toutes les régions du monde. Donc finalement, l'évolution de cette pandémie, elle est très hétérogène, à la fois dans le temps, dans l'espace. Donc on ne peut pas donner une image globale de la situation. Pour nos régions, clairement, on est rentré dans une phase où, disons, la dimension pandémique s'est réduite par rapport à la gravité, l'impact sur la société, l'économie. Mais on est dans cette phase qui se développe là de vie avec le virus. On va avoir à apprendre à vivre avec ce virus. On revient au début de notre conversation. Il faut l'intégrer maintenant, comme on a intégré la grippe saisonnière dans notre logiciel. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'il faut dans les périodes plus à risque et dans les lieux plus à risque de transmission. On a parlé de masques, on ne va pas y revenir, j'espère. Il faut que la vaccination s'adapte éventuellement aux modifications de ces variants, mais que la population soit vaccinée efficacement et on va trouver un moyen de vivre avec ce virus et peu à peu on peut compter aussi sur le fait que va s'installer une immunité collective, que au fond peut-être une certaine saisonnalité, mais c'est pas pour tout de suite, on le voit bien en ce moment. Mais ça peut être de l'espoir néanmoins parce que je veux dire on va y arriver, on va vivre avec ce virus et puis peut-être un jour il va disparaître pour des raisons tout aussi mystérieuses que... Enfin, il est apparu, on commence à mieux comprendre comment il est apparu, mais bon, voilà. Mais cette période endémique, je voudrais réinsister sur le fait qu'elle n'est pas nécessairement bénigne. Hein. On a une endémie de paludisme qui tue 5 millions de personnes sur la planète. On a une endémie de rougeole qui continue, faute de vaccination parfaite, à faire des poussées de temps en temps. Je veux dire, cette phase endémique, elle est compliquée parce qu'elle nécessite vraiment une éducation, une
compréhension de la population et des vraies mesures cohérentes. Et je dois avouer qu'en ces dernières semaines ou ces derniers mois, on a eu l'impression un peu d'un grand relâchement, que la perception c'est que c'était terminé et on voit bien que le virus nous attendait au tournant. Ce n'est pas encore complètement terminé. Philippe Sansonetti, je voulais vous présenter mon camarade Nicolas Martin, qui est entré dans ce studio, producteur de la méthode scientifique, car le parrain de la méthode scientifique n'était autre que Yves Coppens, celui qui a été avec vous au Collège de France. Et j'aimerais que Nicolas Martin, que je salue, bonjour, nous dise quelques mots sur ce grand scientifique qui donc est disparu hier. Quelques mots, il y en a certainement beaucoup à dire. Le souvenir que je peux témoigner, puisque c'est certainement le plus important, c'est qu'effectivement, on était le 26 août 2016, donc il y a 6 ans. C'était le premier numéro de cette nouvelle émission scientifique. Et le souvenir surtout, c'est que Yves Coppens a immédiatement accepté de venir nous aider à inaugurer ce nouveau format, cette nouvelle émission. Et évidemment, vous imaginez bien, c'était une première, j'étais moi un peu dans mes petits souliers, et je me retrouve face à ce monument, ce géant qui vraiment, le premier souvenir que j'ai d'Yves Coppens, c'est une extrême sympathie, une extrême chaleur et un grand plaisir dans la formulation, dans la vulgarisation, dans le partage finalement du savoir. Yves Coppens, c'était évidemment un habitué des studios de radio, des plateaux télé, quelqu'un que les citoyennes et les citoyens apprécient beaucoup, de très aimé pour justement cette bonhomie. Et je trouve ça intéressant, ce terme de bonhomie, parce que en réécoutant donc cette émission, et puis il est revenu à d'autres reprises dans la méthode scientifique, il avait cette formule que je trouve tout à fait ravissante, quand il parlait de ces hommes et de ces femmes préhistoriques, il les appelait le bonhomme ou la bonne femme. C'était cette façon de les caractériser finalement comme ces petits personnages de manière très chaleureuse et finalement très proche, puisque tout son travail était justement de dire, et d'ailleurs il le dit dans les premières minutes de l'émission, être humain c'est un état, mais devenir humain c'est un processus. Et et c'était vraiment son travail central, qu'est-ce qui fait que nous sommes devenus humains, qu'est-ce qui fait que nous sommes passés de ces hominidés ou hominines arboricoles très très loin de nous à quelque chose qui ressemble finalement aujourd'hui à notre condition d'être humain, et tout en gardant ce lien finalement avec le monde animal, dont il ne cessait de rappeler que nous n'étions pas séparés, et surtout jamais en fait. Philippe Sansonetti, vous l'avez connu, vous l'avez rencontré, vous étiez, je crois, il y a encore peu de temps assis sur les mêmes bancs que lui. Oui, je l'ai assez peu connu en fait, parce qu'il était déjà parti à la retraite au Collège de France quand j'y suis arrivé. Mais enfin, son ombre planait un peu partout, et c'est vrai que c'est un homme qui laisse une trace extraordinaire, à la fois sur le plan scientifique. Bon, Lucie, c'était un travail d'équipe international. Il avait été un des éléments de cette équipe, mais ce qu'Yves a su faire, c'est effectivement expliquer, intéresser. Je pense qu'il a donné le goût de la paléontologie aux Français. Il le faisait avec... je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Non, mais ce qui est important, tout le monde le dit parce que c'est une réalité. On peut répéter ce que dit Nicolas Martin, mais pas trop quand même. et puis, au-delà de cette bonhomie, il avait un humour. Et je disais tout à l'heure qu'on était assis pour écouter justement la conférence inaugurale de Jean-Jacques Hublin, qui est un grand paléontologue et qui est au fond un des élèves il le dit, de Yves Coppens. Et j'étais assis côte à côte, et Yves me demandait ce que je devenais. Je lui ai dit, écoute, moi aussi, je pars à la retraite, je suis professeur honoraire, et il m'a dit, moi, je suis professeur fossile. Et bon, c'était l'humour d'Yves. Il se disait, je ne suis pas un préhistoricien, je suis un préhistorique. Nicolas Martin, donc, il laisse une œuvre de vulgarisateur, il laisse donc des enfants, notamment Lucie, c'est-à-dire ses enfants sont ses ancêtres, nos ancêtres, c'est ça qui est un peu particulier. Ça n'était pas la plus ancienne néanmoins. Non, on a découvert d'autres, notamment. Elle avait des parents. Voilà, bien sûr. Enfin, alors des cousins plutôt que des parents. Mais non, ce qui est passionnant aussi, c'est que Yves Coppens, on parle beaucoup de Lucie, mais Yves Coppens est aussi le promoteur d'une certaine narration de l'évolution humaine qui était le East Side Story. Je vous le rappelle en 2 mots. Yves Coppens disait, en fait, à un moment donné, à cause d'un changement climatique, il y a eu dans l'Est de l'Afrique est resté finalement une forêt tropicale, donc propice à des déplacements arboricoles. Et puis d'un seul coup, ça s'est coupé.
et de l'autre côté, c'est la savane qui a poussé finalement les hominines à se redresser, et donc ça a été un facteur de l'évolution. Bon, il s'avère qu'après les travaux notamment de Michel Brunet à la fin des années 90, cette théorie a été battue en brèche parce qu'on a retrouvé finalement d'autres ossements d'Australopithèques très très loin de cette frontière du rift africain. Mais ce qui est passionnant, c'est que Yves Coppens a vécu et finalement a accompagné un changement majeur de paradigme dans la conception de l'évolution humaine, qui est que quand il découvre Lucie en 1974, et comme vous le disiez d'ailleurs, et comme beaucoup de gens le pensent encore aujourd'hui à tort, on pense évolution linéaire, on pense que bien finalement tout ça c'est une seule lignée humaine qui a évolué, même si il disait d'ores et déjà qu'il savait que Lucie n'était pas notre ancêtre direct, nous ne venons pas des Australopithèques, mais petit à petit, grâce aux découvertes, notamment aux découvertes de Jean-Jacques Hublin qui trouve des Homo sapiens au Maroc très tôt plutôt, grâce à la découverte d'Homo luzonensis de Denisova, on est passé de cette évolution linéaire à ce qu'on appelle aujourd'hui une évolution buissonnante, et c'est quelque chose qu'il a reconnu et qui le passionnait tout autant. Merci Nicolas Martin. On vous retrouve tout à l'heure pour une méthode scientifique. De quoi allez-vous nous Eh bien parler ? justement, nous allons rediffuser ce premier entretien avec Yves Coppens, qui est vraiment absolument délicieux de réécouter à plein d'égards. Merci Philippe Sansonetti de nous avoir rendu visite. C'est à la fois un plaisir et puis quelque chose de chaque fois un peu douloureux, puisque pour l'instant on ne parle que du Covid avec vous. On parlera peut-être d'autres maladies. Et puis le Covid, c'est à retrouver dans cette saison 4 de Mécanique des épidémies, que vous pouvez évidemment télécharger sur le site de France Culture, mais aussi sur l'appli Radio France.